Autres matériaux qui composent les substrats. Vous avez ça dans votre cahier avec détail. On donne vraiment toutes les informations sur chacun des matériaux, mais au moins leurs caractéristiques principales pour commencer. Donc, c'est des choses qui peuvent faire partie déjà du mélange de base, mais quelqu'un pourrait aussi choisir de travailler avec un produit standard comme le ProMix BX et ajouter un ou plusieurs de ces matériaux-là pour changer les caractéristiques de son mélange. Par exemple, la perlite améliore le drainage. Donc, je pourrais acheter du ProMix BX pour la plupart de mes plantes et quand je veux empoter mes cactus, je pourrais ajouter par exemple une partie de perlite pour 4 parties de ProMix pour améliorer le drainage de mon mélange. Donc, la perlite, ce qu'elle a comme fonction, c'est de créer des macropores dans le mélange. La perlite, c'est des grains relativement grossiers et ça va venir tasser un petit peu les fibres de tourbe de sphinx pour améliorer l'aération et le drainage. Donc, perlite, matériau très populaire dans les substrats. Les billes de polystyrène, les billes de styrofoam, c'est un substitut de la perlite. Les deux avantages des billes de styrofoam par rapport à la perlite, c'est que ça ne fait pas de poussière et ça ne dégage pas des substances qui peuvent nuire à certaines plantes. Parce que dans la perlite, il y a un petit peu de fluor et d'autres substances qui peuvent être nuisibles à certaines plantes, entre autres les plantes de la famille du lys. Donc, pour les producteurs de lys, par exemple de lys de Pâques, ils vont préférer des fois travailler avec un mélange à base de billes de polystyrène. Les billes de polystyrène ont par contre un très gros défaut, ce n'est pas biodégradable, ça reste dans l'environnement. Et l'autre gros défaut des billes de polystyrène, c'est que c'est tellement léger que quand on arrose, les billes ont tendance à venir flotter à la surface. Et si elles viennent flotter à la surface, elles ne sont plus dans le substrat pour créer des macropores. Donc, on perd un petit peu d'efficacité. À choisir, la perlite a beaucoup plus d'avantages que les billes de polystyrène, à mon avis. Mais dans certains cas, les billes de polystyrène ont des avantages que la perlite n'a pas. Troisième matériau, la vermiculite, qui favorise la rétention en eau et la réhumidification du mélange. Donc, la vermiculite a cette capacité-là d'absorber l'eau. C'est comme des petites éponges. Le défaut de la vermiculite, c'est que ce n'est pas très durable. Ça finit par s'effriter et perdre ses caractéristiques. Donc, vermiculite, c'est très intéressant quand on veut faire des semis, par exemple. On peut semer directement là-dedans. Ça retient bien l'eau, c'est aéré, c'est stérile. Mais quand on met ça dans un mélange préparé, les caractéristiques ne sont pas extraordinaires à long terme. On peut ajouter du compost dans les mélanges. Certaines compagnies vont le faire directement, mais on peut aussi le faire soi-même. Donc, je pourrais partir avec du ProMix et mettre un petit peu de compost dedans. Pas besoin de mettre des très grosses quantités. L'objectif, c'est d'améliorer la rétention en eau et en même temps, le compost va libérer des éléments nutritifs intéressants pour les plantes. Donc, compost en petite proportion dans un mélange, c'est quelque chose qui peut améliorer les propriétés. La laine de roche, beaucoup moins populaire ces années-ci, c'est quand même assez dispendieux à fabriquer, mais la laine de roche a quand même des très belles caractéristiques au niveau de l'aération et de la rétention en eau. C'est très poreux. C'est un matériau qui a d'abord été développé pour fabriquer de l'isolation et c'est aussi un matériau qu'on utilise dans des pare-feux, dans des portes pare-feu. C'est quelque chose qui ne brûle pas, la laine de roche. Et un jour, il y a quelqu'un qui a pensé utiliser ça dans des mélanges. Et oui, ça a des très belles caractéristiques. Cependant, c'est très dispendieux. Donc, il n'y a plus beaucoup de compagnies qui utilisent la laine de roche dans les mélanges. L'écorce compostée ou la fibre de bois, donc en remplacement partiel de la tourbe de sphinx. On sait que ce n'est pas très écologique de travailler avec la tourbe de sphinx. Donc, certaines compagnies vont ajouter de la fibre de bois ou de l'écorce compostée dans les mélanges. C'est relativement grossier, un peu comme la tourbe de sphinx, et c'est plus écologique. Malheureusement, ça peut créer des petites carences en azote parce qu'évidemment, les matériaux ligneux, lorsqu'ils se décomposent, ont tendance à capter un petit peu d'azote du sol. La terre noire, au lieu de mettre du compost, on pourrait mettre de la terre noire. L'inconvénient de la terre noire par rapport au compost, c'est qu'elle contient moins d'éléments nutritifs. Par contre, elle est moins chère. Mais ça a à peu près le même effet. Ça va améliorer la rétention en eau et la réhumidification du mélange. Ensuite, le sable grossier. On a tendance à penser que le sable, ça améliore le drainage. C'est vrai dans les sols à l'extérieur, mais quand on met du sable dans un substrat de culture comme un ProMix, par exemple, le sable est relativement petit par rapport aux grains de perlite et aux fibres de tourbe de sphinx et il a tendance à venir boucher les trous. Donc, on n'améliore pas vraiment le drainage et l'aération quand on ajoute du sable à un milieu de culture. Oui, dans un sol, mais pas dans un mélange. Le principal avantage du sable, c'est que ça va donner un petit peu de poids au pot et ça va éviter dans des serres où il y a une ventilation qui est très forte que les pots tombent sur les tables. Donc, ça a tendance à donner de la stabilité
Par contre, il ne faut pas mettre trop de sable dans les mélanges parce que ça va alourdir et compacter notre mélange. La fibre de noix de coco, j'en ai parlé tantôt, un beau substitut de la tourbe de sphène. Ça a des caractéristiques, même une petite coche au-dessus de la tourbe de sphène en termes d'aération et surtout de durabilité. Donc, des cultures qui durent longtemps, des cultures qu'on va garder longtemps dans le même pot. La fibre de noix de coco a quand même des avantages intéressants. Donc, en remplacement partiel ou même complet de la tourbe de sphène. Et finalement, les polymères, les gels de polymères, qui sont des matériaux, c'est comme du gros sel dans le fond, et c'est un matériau qui absorbe plusieurs fois son volume en eau. Donc, c'est des petits cristaux, et quand ça absorbe l'eau, ça devient relativement gros. Et l'avantage de ces matériaux-là, c'est que la rétention en eau est tellement forte qu'on les utilise surtout dans les mélanges pour véranda ou pour les paniers suspendus là, qui sont au gros soleil pendant l'été. La réserve d'eau de ces matériaux-là est dure à battre. Quand on mélange un peu de gel de polymère dans un substrat, on améliore beaucoup la rétention en eau. L'inconvénient de ce matériau-là, c'est qu'il est relativement coûteux. Et le dernier, le charbon de bois, pas très utilisé, mais ça arrive des fois qu'on le mélange avec de la tourbe grossière quand on veut empoter des plantes, par exemple, comme des broméliacées, des plantes épiphytes. On veut quelque chose qui est très aéré. Et la sphène grossière, si elle reste humide longtemps, des fois, il y a des mauvaises odeurs. Alors que si on mélange un petit peu de charbon de bois dans le mélange, le charbon de bois filtre plus ou moins et empêche les champignons de se développer. Donc, ça garde le matériau plus sain ou le substrat plus sain et ça évite les mauvaises odeurs. Ce n'est pas très populaire, mais ça peut être utilisé dans les mélanges. Donc, vous avez pas mal vu les matériaux qu'on peut utiliser dans les substrats de culture. Je répète, le plus souvent, on utilise un mélange standard. Donc, quelqu'un qui veut rempoter ses plantes à la maison pourrait travailler tout simplement avec du ProMix BX ou avec un mélange équivalent AgroMix de Fafard ou les mélanges de Berger ou de Lambert. Et au besoin, quand on veut avoir un mélange un peu plus drainant pour des plantes grasses, par exemple, on pourrait ajouter un peu de perlite au mélange. Et les autres matériaux aussi qu'on a vus, comme le compost, peuvent être intéressants quand on les ajoute en quantité raisonnable dans le mélange. Donc, ça fait un petit peu le tour des substrats de culture. Je vais revenir un petit peu sur les grands points avec le cahier de la CEMEC qui détaille chacun de ces produits-là. Pour terminer le point sur les substrats de culture, je vous invite à aller regarder dans le guide de la CEMEC à la page 90 où on vous parle premièrement de notions générales sur les substrats de culture, les propriétés des différents substrats. On parle évidemment du pH. Je vous rappelle que le pH dans les substrats de culture, le pH idéal est entre 5,5 et 6, ou à peu près. Et à la page suivante, il y a quand même quelque chose d'intéressant, la page 92. On vous explique comment faire un petit test maison relativement simple pour mesurer la porosité de votre substrat. Donc, si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à suivre les étapes et vous allez être capable de trouver c'est quoi le pourcentage d'espace vide dans votre substrat. Et vous allez non seulement trouver le pourcentage d'espace vide, mais combien d'espaces vides sont occupés par l'air, macropore, et combien d'espaces vides sont occupés par l'eau, micropore. Ensuite, à partir de la page 93, on détaille chacun des matériaux. Vous avez déjà des informations dans mon cahier de notes de cours sur les différents matériaux qu'on utilise dans les substrats mélangés ou dans les substrats commerciaux. Mais ici, on les détaille avec d'autres informations intéressantes. Donc, on parle de la tourbe de sphène, du compost, de la fibre de coco, la perlite, la vermiculite, le sable grossier, et on donne différentes informations intéressantes sur ces matériaux-là. Donc, si vous êtes curieux, intéressé, vous voulez préparer des mélanges à la maison à partir de matériaux simples, donc c'est des informations qui peuvent vous être très utiles. Une fois que vous avez préparé votre mélange vous-même, vous pourrez le tester pour voir ses propriétés à partir du test de la page 92. Donc, je répète, page 93 à 95, on vous détaille les différents matériaux qui peuvent être utilisables dans un substrat de culture. Alors, ça termine la matière sur les substrats de culture.